tarder, je vous remercie d'être ici encore. Mon nom, c'est Aline Landry. Je suis agente du patrimoine pour la ville de Caraquet, qui nous offre généreusement ou gracieusement ces rendez-vous d'histoire qui sont pratiquement mensuels. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à notre conférencier invité ce soir, Philippe Basque, historien au village acadien, qui va nous parler des incidences de la grippe espagnole 100 ans passés dans la péninsule. Merci. Alors oui, merci d'invitation, Aline, puis oui, merci d'être là. Parce que comme Aline dit, elle m'a appelé vers 2-3 heures de l'après-midi, puis on fait-tu pas. Finalement, il neige même plus, puis il fait quand même beau. Je vais profiter aussi de l'occasion, parce que je suis historien au village historique acadien, mais je suis également président de la Société historique Nicolas Denis. Puis cette année, on célèbre le 50e anniversaire. Fait que la première activité officielle du 50e va avoir lieu le 30 janvier à Chupagan, là, à la bibliothèque. Il y a un événement Facebook, là, si jamais vous allez là-dessus. Mais ça va être annoncé dans la radio, j'imagine, puis dans les journaux. Alors, cette année, ça va être le 50e de la Société historique Nicolas Denis. La grippe espagnole en Acadie, ouais, j'étais au Salon du Livre à Chupagan au mois d'octobre, et puis je suis avec un collègue historien. Puis à un moment donné, on lui a demandé qu'est-ce qu'étaient ses projets de recherche qu'il aimerait faire dans les années à venir. Puis lui, il a répondu la grippe espagnole. Et puis là, ça m'a dit, hey, moi aussi, ça m'intéresse, la grippe espagnole. Et puis là, j'ai proposé, on a parlé de ça avec Anne, des sujets. Puis la grippe, cette année, ça célèbre. Non, ça célèbre, c'est pas une chose heureuse à célébrer, mais on soulignait où ça commémorait le 100e anniversaire de la grippe espagnole qui a commencé quelque part dans le monde au printemps. Puis ça a beaucoup affecté la région à partir du mois d'octobre 1918. Puis à partir de ce temps-ci de l'année, là, en 1919, c'était déjà essoufflé. Là. Ça a seulement duré un petit bout de temps. Mais ça a frappé tout le monde. C'était vraiment une pandémie. Alors, Clarence Le Breton avait monopolisé tout l'automne jusqu'au mois de décembre avec les rendez-vous de l'histoire. Fait que là, on s'est pris au mois de janvier. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que je m'ai concentré, étant donné qu'on était à Caraquet ce soir, je me suis concentré sur certains cas du Grand Caraquet, puis sur les chiffres, puis tout ça. Mais c'est vraiment en Acadie. Fait que j'ai d'autres exemples là, de qu'est-ce qui s'est passé ailleurs en Acadie, vraiment l'Acadie des Maritimes au complet. Fait que j'ai des exemples de Nouvelle-Écosse, de Prince-Édouard, puis un peu partout au Nouveau-Brunswick. On va commencer. Je vais juste souligner aussi les autres grandes épidémies qu'il y a eu, les pandémies ou épidémies. Évidemment, en Europe, il y a eu la peste qui a tué peut-être un tiers de la population européenne. Fait que ça, c'était des grandes pestes. Il y a eu la grande peste de Londres, les pestes de Marseille, encore de Londres, de Moscou. Fait que ça, c'était la grippe espagnole n'est pas la première maladie à faucher la vie des gens dramatiquement. La peste, là, ça a été pratiquement la grande maladie de l'époque. Là. Le docteur porte un masque d'oiseau parce que les oiseaux n'avaient pas la peste, ils ne meuraient pas de la peste. Fait, à un moment donné, ils se sont dit, si on se déguise en oiseau, on ne pognera pas la peste. C'est pas comme ça marche les microbes. En Acadie, avant que la grippe espagnole frappe l'Acadie, on a eu, nous aussi, des épidémies. La picote était une maladie mortelle au 19e siècle. Ça frappait la région de Caraquet ici en 1874-1875. Les hospitalières venaient d'arriver quelques années auparavant. Alors, on avait été chercher des remèdes, une façon de guérir. Mais comme vous voyez, l'Acadie, un peu partout, était frappée de l'épidémie de picote. Puis, lorsqu'on avait la picote, les gens décédaient, puis étaient en quarantaine. On n'avait pas moyen de guérir. Alors, je sais que dans le livre de Chupagan, c'est pas écrit là, mais Chupagan, il y avait eu un petit cimetière de picotés. Une famille ou 2-3 maisons était atteinte de la picote. On avait trop peur d'aller chercher les gens qui décédaient. On les a juste enterrés dans le fond du clos. Alors ça arrivait régulièrement un petit peu partout. Je pense à Cap-Pelé aussi, on avait fait la même chose. On n'enterrait pas les gens parce qu'on avait peur d'aller les chercher, puis d'aller à l'église, puis de contaminer tout le monde. Puis on devait désinfecter les lieux par fumigation ou simplement brûler tout ce qui avait appartenu à un picoté. Là, on était sûr que ça ne peut rien tout à fait. Il y a eu la lèpre aussi, l'épidémie de lèpre. Il y a encore là une grande maladie qui a frappé l'imaginaire. Je ne passais pas tellement de temps là-dessus, mais bon, il y a la léprosée à Tracadie avec le musée des religieuses. Fait que là, maintenant, la grippe espagnole. Donc, la grippe espagnole, elle a été nommée ainsi parce que les premières nouvelles officielles un peu mondiales qu'on a eues venaient d'Espagne. Parce qu'il faut se rappeler qu'on est encore dans la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre.
Et puis les informations dans les journaux sont censurées ou on surveille ce qu'on dit. Si on commence à dire que la population est atteinte d'une maladie, les soldats commencent à mourir, l'ennemi pourrait utiliser ça à son avantage. Et puis, donc on essaie de garder ça un petit peu secret dans certains grands journaux. Tandis que l'Espagne, elle est neutre, donc elle ne s'est pas mêlée du conflit. Puis on a des nouvelles de l'Espagne. Alors, c'est pour ça qu'on va l'appeler grippe espagnole, mais c'est pas vrai que c'est à cause que ça a commencé en Espagne. Là. Souvent, on pense ça, mais c'est la première à la mentionner publiquement, là, à cause du secret militaire qui entoure la santé des soldats. Son apparition, quand vous allez dans l'Internet ou quand vous allez sur YouTube regarder des documentaires, c'est souvent la Chine qui revient ou les États-Unis. Là. Des fois, il y a des... On ne dit pas toute la même chose, mais ça ressemble beaucoup à ça. On pense que l'origine de la pandémie n'est pas établie avec certitude. Je veux dire, le premier virus grippal, virus père, serait appartenu en Chine. Souvent, ça commence avec une grippe aviaire, parce que il me semble que c'était les canards qui avaient ça. Là, ça passe au cochon, puis là, ça passe à l'humain. C'est un peu transmis comme ça. À l'époque, les gens vivaient proches des animaux, ça fait qu'il y avait toujours... on vivait sur la ferme, donc les maladies pouvaient se propager. Mais on n'a pas su exactement comment ça s'était passé pour cette époque-là. Les premiers cas ont été répertoriés ensuite de ça dans le coin de Boston aussi, puis au Kansas. Puis du Kansas, c'était des soldats qui étaient là, puis ils vont éventuellement aller dans le conflit, puis là, ça va se propager vraiment partout. Là. C'était parmi les soldats américains. La maladie se serait ensuite propagée en Europe à la faveur de convois militaires. La pandémie s'est répandue à travers le monde en 3 vagues. Au printemps 1918, nous autres, on n'était pas touchés encore de notre région, peu mortels, puis 2 autres bien plus virulents en raison des mutations du virus. En 2009, là, il y a vu le H1N1, le AH1N1, c'est la même chose que la grippe espagnole. Sauf que la grippe espagnole, quand ça a frappé, les gens n'étaient pas immunisés, les gens n'avaient aucun médicament, ils ne se lavaient pas, c'était pas évident, c'était le village acadien, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de soins médicaux. Alors, les gens pognaient la grippe 3-4 jours après, très malades, puis une semaine, ils étaient décédés. Donc, tandis qu'aujourd'hui, le H1N1, il y a quand même eu des cas de maladie puis des décès, mais pas comme à cette époque-là. Là. C'était pas catastrophique comme ça. Moi, en 2009, on était tous là, puis on est tous encore ici, là, dans la salle. Donc, des images, là, il n'y en a pas beaucoup. Là. Vous n'allez pas en voir beaucoup, c'est plus des textes puis des petits points, là. Parce que, comme je disais à Aline avant de commencer, on ne prenait pas un appareil photo et on n'allait pas photographier les mourants dans les maisons. Alors, premièrement, la photo n'était pas trop développée en 1918. Puis, aller prendre des photos des hôpitaux, là, c'est pas évident. Alors, quand vous faites des recherches où vous voyez des documentaires, c'est souvent les mêmes photos qui reviennent. Celle-là, les soldats soignés au Kansas, puis il y en a un autre où on voit vraiment une tache d'eau ou de sang, là, que quelqu'un a toussé. Il y a celle-là aussi qui est beaucoup souvent utilisée. Il n'y a pas tellement d'images. En Acadie, on a cherché d'avoir des affaires avec Sylvain Lantin du musée acadien. Il y a juste un portrait qu'on va voir dans la présentation. Alors, il n'y a pas d'objet vraiment qu'on peut montrer. Là. Ça, c'était par rapport à la grippe espagnole. Ça vous donne une idée au moins de comment on soignait les gens. C'était juste là comme ça, puis ça se toussait, puis c'est pas évident. La virulence, là, le virus grippal est surtout dangereux par les poumons, provoquant de graves engorgements dans les voies respiratoires qui asphyxient littéralement le malade. J'ai vu des reportages à un moment donné, c'est que les poumons se remplissent de liquide, puis on a misère, ils touchent, puis à un moment donné, ça se remplit d'eau, ça se remplit de sang, alors que c'est pas gai comme situation. Donc, la gravité de la pandémie s'explique aussi par la guerre, les mouvements des troupes, donc ça se propage beaucoup. Les premiers symptômes, c'est la fatigue, la toux, mais ça s'attaque vite au corps, créant un amoncellement de mucosité dans les poumons. C'est ça, c'est plein de liquide dans les poumons. On n'arrive pas à sortir le liquide des poumons, puis on meurt de ça. Là. Les victimes de la grippe pouvaient mourir moins d'1 jour après avoir contracté la maladie, selon l'information est beaucoup au musée de la guerre là, à Ottawa. Au Canada, c'est ramené par les soldats qui reviennent de la Première Guerre mondiale. Elle tue au moins 20 millions de personnes à travers le monde, dont environ 500 000 Canadiens. 50 000, oui. Les chiffres, là, c'est pas évident parce qu'au début, on disait 20 millions et aujourd'hui, on dit entre 50 et 100 millions. Parce que les gens décédaient vite, rapidement, puis on n'avait pas le temps de dire exactement de qu'est-ce qui était décédé. C'est pas évident à avoir une idée mondiale
de qui est décédé de quoi. Alors, c'est pour ça que c'est toutes des hypothèses. Donc, si vous faites de la recherche sur grippe espagnole, au début du siècle, jusqu'à il n'y a pas longtemps passé, c'était 20 millions. Là, depuis une dizaine, vingtaine d'années, c'est 50, là, c'est 80, puis c'est 100 millions. Alors, c'est vraiment pas exact, c'est vraiment des hypothèses sur les cas de décès. Et c'est la même chose dans la péninsule. Vous allez voir, tantôt, j'ai essayé de faire des stats, là. C'est pas évident parce que c'est pas écrit de qu'est-ce qui sont morts, là. Les dossiers médicaux officiels par rapport aux soldats indiquent que 776 soldats canadiens moururent de la grippe. Et puis l'épidémie ou la pandémie au Canada entraîna directement la création du ministère fédéral de la Santé 100 ans passés. Donc en 1919, après la grippe espagnole, on va créer le ministère de la Santé. Au Nouveau-Brunswick, on l'avait créé en 1918, fait qu'on est en plein dans les 100e anniversaire du ministère de la Santé. Au Labrador, la grippe espagnole frappe la collectivité inuite d'Okak. Vers la fin de 1918, il tue 204 des 263 habitants. Là, pour vous montrer comment c'était, ça frappait. Dans l'Évangéline, alors là, c'est là que beaucoup mes sources, c'est dans l'Évangéline, parce que officiellement, les reportages de journalistes ou je sais pas, la presse canadienne n'existait pas, là, mais je sais pas trop ce qu'il y avait de leurs nouvelles. C'est souvent dans les petits articles de nouvelles locales, là, comme dans les centres de chez nous ou dans nos centres acadiens. Fait que là, les gens correspondaient puis disaient « Ah, la grippe frappe encore dans notre canton, tel et tel est décédé, on n'a pas le droit à avoir de messe. » Puis là, ça disait tout. À partir du mois d'octobre jusqu'en janvier, février, à tous les jours, pas tous les jours, mais à chaque évangéline, je pense une fois ou deux par semaine, là, on avait tous les reportages de chaque correspondant disait en détail qu'est-ce qui se passait dans tel et tel village. Là. Fait que le 9 octobre, c'est là qu'on va annoncer que les églises et les places publiques seront fermées. Là, ça commence à prendre du dessus. Puis il y a toutes les églises, salles paroissiales, des assemblées politiques, des assemblées de comités, là, comme l'Église du Sacré-Cœur ou des choses du genre. Tout ça, ça va être annulé parce qu'on commence à voir des problèmes de contagion, puis tout le monde commence à voir la grippe, puis commence à voir des décès. Donc, une proclamation même d'Ottawa annonce aujourd'hui que les églises, les écoles, les théâtres, toutes places publiques sont fermées vendredi, puis vont être fermées indéfiniment. Là. Fait que là, on commence à avoir d'autres nouvelles là, dans l'Évangéline. 16 octobre, la grippe espagnole. On nous informe au bureau de santé que les nouveaux cas de grippe sont moins nombreux depuis une couple de jours, mais ça ne va pas tarder à vraiment être partout. À Cap-Pelé, par exemple, le mois du Saint-Rosaire, qui se suivait depuis le 8 octobre, a dû être discontinué à l'église à cause de l'épidémie. On ne pourra pas aller prier. Cependant, tous les soirs à 7 heures, au son de la cloche, la prière se fait en commun dans chaque famille, suivant l'avis de nos bons curés. Je ne sais pas s'ils l'ont fait vraiment là, chez eux, là, mais dans le temps, on écoutait. Si la cloche sonne, mets-toi à genoux et prie. Puis l'Évangéline va éventuellement lister les 11 règles à suivre pour arrêter la contagion. Là, je n'ai juste mis les 7 premières, mais il y en avait 11. C'est demeurer autant que possible à l'air, ventiler bien les maisons, éviter toute assemblée, ça, il ne fallait pas faire ça. Si la maladie apparaît dans la famille, mettez le patient au lit immédiatement dans un appartement bien aéré, évitez les visites des autres. Là. Ceux qui rentrent dans la chambre se couvrent d'un masque, même on avait quand même l'idée là que le malade se serve d'un mouchoir pour juste éternuer partout et cracher partout. Ne permettez pas à un malade de se mêler avec les autres membres de la famille ou de sortir avant que toute fièvre soit disparue. Bon, en tout cas, il y en avait 11. En Acadie, j'étais chanceux, ça fait déjà 10 ans que je recueille des témoignages de personnes âgées. Je n'ai pogné quelques-uns qui étaient nés en 1910, 1913, puis qui se souvenaient de ça. J'ai interviewé quelques personnes qui étaient nées en 1918. Fait que là, ils disaient, eux autres, immédiatement, « Ah oui, moi, je suis né de l'année de la grippe. » Là. Puis là, ça se passait comme ça dans le village. Fait que là, j'ai eu une couple de témoignages comme ça. Fait que ça se passe un gros comme ça. Lorsqu'un membre d'une famille attrapait la grippe, il ne sortait plus de la maison et personne ne les fréquentait. C'était vraiment mis en quarantaine. Les voisins leur apportaient du bois en le laissant sur le bas de la porte ou le lançaient par la fenêtre. J'ai déjà entendu ça, qu'on pitchait le bois de chauffage par la fenêtre s'il en manquait dans la maison. Dans certaines paroisses, un individu était nommé afin de barricader les maisons où se trouvaient les gens atteints de la maladie. On allait même jusqu'à placer des planches sur les fenêtres. On m'a dit ça. Et lorsque survenait un décès, on n'exposait pas le corps. Au funéraire, on laissait leur cercueil sur le perron de l'église. On m'a aussi raconté qu'on ne rouvrait pas la porte, il fallait passer le cercueil au travers de la fenêtre pour ne pas toucher rien. On s'organisait comme ça.
quand il y avait des décès. On ne voulait vraiment pas être en contact. Pendant ces tragédies, plusieurs enfants se retrouvaient orphelins de père ou de mère, ou de mère ou de père. Le parent qui restait seul avec les enfants devait en placer chez de la parenté quelque temps avant de se remarier. Il arrivait qu'un veuf ou une veuve se remarient ensemble. Et là, je vais tomber dans les petites nouvelles, puis je vais en dire un petit peu à gauche et à droite. Ensuite de ça, je vais aller vraiment dans les cas spécifiques de notre région ici, là, que des gens qui sont décédés. Là. À Scodouk, le père l'archevêque est passé bien près de succomber. En 3 semaines, 16 personnes sont décédées de la grippe, sans funérailles, en l'absence d'un prêtre. Ce n'est que plus tard qu'une cérémonie générale a eu lieu en leur mémoire. À Kedgewick, en l'espace de quelques mois, 51 personnes décédèrent de la maladie, dont 25 au mois de novembre. On comptait 28 enfants et 23 adultes. Kedgewick en 1918, là, c'est pas gros. Là. Fait que t'as 51 personnes qui décèdent, là, ça frappe les petits villages comme ça. Capelé à la messe de minuit ne fut pas tenue, ni celle du jour. On annonçait dans l'Évangile du 2 janvier 1919 que le Noël s'était bien tristement passé, pas de messe de minuit. On indiquait toutefois que l'épidémie disparaissait et qu'il ne restait qu'une seule maison atteinte. C'est un peu ça qu'on va dire beaucoup. En janvier, février, il restait qu'une maison, 2 maisons, mais elle traîne encore. Là. Puis à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la mission folklorique aux îles, Carmen Roy, c'est elle qui avait fait de la recherche, a trouvé dans la médecine populaire qu'on soignait la grippe espagnole en buvant du rhum blanc. Je ne sais pas trop si ça marchait, mais... pendant le rhum blanc, le 30 octobre, il y a un grand article qui est publié dans l'Évangéline, probablement par un prêtre, là, en quelque part, là, qui était contre l'alcool. Puis là, je ne vais pas tout dire ça, là, mais il s'en prend à l'alcool. C'est le diable en personne, puis il faut pas en prendre, puis ça saoule tout le monde. Puis là, il s'en met. Il va son concédigène, puis là, blablabla. Il va contre l'alcool. Fait des fois, on donne les nouvelles de la grippe, puis on dit souvent que finalement, il ne faut pas prendre d'alcool, ou il faut bien traiter les médecins, ou il faut Dieu est miséricorde, puis là, on passe les messages en même temps qu'on dit à la population de soigner comme il faut. Là. Ça, c'en était un. Alors, à Paquetteville, c'était l'année de la grippe espagnole. À Paquetteville, dans le livre de Paquetteville, c'est lui qui en parle pas mal le plus. Monseigneur Donner Robichaud, je crois qu'il a bien documenté ça. Donc, à Paquetteville, en même temps, il y a d'autres événements qui arrivent, comme le presbytère va brûler à un moment donné, puis le curé va décéder d'un accident de voiture. Là. Fait que ça arrive en même temps que la grippe espagnole, en plus que tout le monde meurt, le prêtre décède. Là. Dans l'Évangéline, on va mentionner le décès du père Dutour dans l'accident de voiture. La grippe fait des ravages dans certains cantons de la paroisse. Le gouvernement devrait s'occuper de faire comprendre davantage aux gens les moyens de prendre afin de ne pas propager la maladie. J'ai l'impression que le monde continue à se promener comme si de rien n'était, puis tout c'est partout. Il y aurait beaucoup d'instructions à faire à ce sujet. Un petit peu plus tard, au mois de novembre, à Burnsville, plusieurs de crainte de prendre la grippe espagnole s'en reviennent dans leur foyer où la grippe est maîtresse dans la maison. Et c'est ainsi que l'on voit défiler des gens de Tracadie, de Saint-Isidore, de Sainte-Rose, de Paquetteville, aller au chantier et revenir. À un moment donné, les gens étaient partis au chantier travailler, puis ça va commencer à mourir dans les chantiers. Ça fait que là, on va commencer à former les chantiers, puis les gens vont commencer à se promener. Puis Burnsville, qui a une gare, souvent les gens vont arriver, vont arrêter à la gare de Burnsville, vont aller à Grand-Anse, puis vont aller chez eux, à Saint-Isidore, puis ils vont continuer. Fait que là, ils commencent à avoir du trafic à la gare de Burnsville, parce que les gens ont commencé à mourir dans les camps, dans le camp de Bathurst, le camp à Élysée-Gauvin, le camp à Honoré-Thériault. Ils commencent à décéder là-dedans, fait que là, les gens commencent à avoir peur. C'est des jeunes, souvent, c'est des jeunes de 15-16 ans jusqu'à peut-être 30-40 ans qui commencent à décéder là-dedans. Là. Le 27 novembre, on donne d'autres nouvelles. L'Église est encore fermée à cause de la grippe. Les nouveaux cas se font de plus en plus rares. Si cela continue, l'Église et les écoles seront ouvertes dans une semaine. Les cas vont quand même continuer. Le révérend Père Bernier, lui, était curé à Saint-Zor et l'administrateur de la paroisse. Et le révérend Père Wilfred Cyr, ci-devant, vicaire à Renouz, et maintenant vicaire du Père Bernier. Parce que le prêtre est mort. Fait que là, pour tout faire ça, les enterrements, les messes, tout ça, s'occuper de la paroisse, il faut que lui de Saint-Zor va à Paquetteville avec son vicaire. Le 10 novembre, en face du presbytère, avait lieu une assemblée dans le but de choisir 3 syndics pour s'occuper des affaires de finances de la paroisse. Ils n'ont pas voulu le faire dans une maison ou dans une place. Ils ont fait ça juste dehors, à l'air, puis faire la réunion pour pas que la contagion soit trop présente. On avait eu lieu puis en même temps, dehors, à 3-4 personnes, on fait l'assemblée de la Société d'agriculture.
Là, je continue avec Packetteville. Là, il y avait beaucoup de nouvelles de Packetteville dans l'Évangeline. C'est une des régions ici. Le 4 décembre, pour faire suite à ma dernière correspondance, je trouvais qu'il y en a un qui écrivait, regardant la nombreuse liste de décès dans la paroisse, on dit qu'il y a près de 25 personnes décédées dans un mois à Packetteville. Enfin, la neige semble être venue pour rester depuis le 29 novembre. Depuis le 29 novembre, la neige à Packetteville. C'est un des chiffres que j'ai, 25 dans la paroisse de Packetteville. J'ai essayé de trouver toutes les 25. Je suis rendu à 19 ou 18 que c'est écrit vraiment Spanish Influenza, là, que je suis sûr. Mais tant qu'à moi, il y en a plus que 25 là, en tout et partout. Là. Le 3 décembre, arrivée d'un nouveau curé, le père Théophile Haché. Le père Dufault était décédé. Comme l'église était fermée par la grippe, le 8 décembre, le syndic Joseph Poiré l'accueillit dans la salle paroissiale et Frédéric Landé lui lut une adresse. Là, l'épidémie de la grippe semble vouloir disparaître et probablement que l'église sera ouverte le 15 décembre. C'est toujours ça. Probablement que ça va être fini, puis probablement que ça va y aller lieu, puis probablement, mais c'est toujours repoussé. Là, j'ai commencé à faire des listes. Là. Fait que là, mon but, c'était d'avoir des noms sur tous ces chiffres-là, surtout. Fait que là, ça, c'est à Packetteville jusqu'à date. J'ai pu retrouver que c'est vraiment, véritablement écrit grippe espagnole, ou c'était en anglais, c'est Spanish Influenza. Les autres, c'est 100% sûr qu'ils sont morts de la Spanish Influenza à Packetteville. J'en ai juste 20 sur les 25, mais il y en a beaucoup qui sont morts de la grippe, de la pneumonie, puis peut-être d'autres choses, là, d'autres noms que j'oublie. Le flu, des fois, c'est juste écrit flou. Alors, eux autres, si c'est dans les dates octobre, novembre, décembre, probablement qu'ils sont décédés de la grippe espagnole, mais ceux-là, on sait que c'est 100% sûr là, qu'ils sont décédés à Packetteville. Là. C'est tous des gens qui habitaient dans le coin de Packetteville, souvent il y a de la parenté ensemble. Là. Fait que le premier, c'est Henri Thériault, le 16 octobre. Lui est décédé en Ontario, mais je pense qu'ils ont fait venir son corps puis l'ont enterré. D'autres que j'ai pu trouver que c'était peut-être pas à Packetteville, c'est dans la paroisse, comme il a dit, Pinette. Elle venait de Trudel, elle est décédée à Trudel, mais c'est dans la paroisse de Packetteville quand même. Là, j'ai été peut-être un petit peu plus en détail, fait que là, on va voir un peu, si jamais les noms vous disent quelque chose, là, ou c'est peut-être votre lointaine parenté. Chez Odelas ou je l'ai écrit comme qu'on l'entend ou comme je le voyais, là, Odilas ou Odilon, je ne sais pas trop. Savoie de Georgeville, ça c'est Rang Saint-Georges. Je pense que si je me fie, là, c'est lui qui restait sur le fait de la butte au coin de Rang Saint-Georges, l'autre bord du villageois. Il y avait des Savoies qui restaient là, des Savoies du Boudreau. Eux autres ont été bien éprouvés pendant la dernière semaine de novembre. Lui, il a perdu sa sœur qui restait avec lui, ainsi que 2 de ses enfants. Marianne Savoie est décédée, elle avait 20 ans. J. Alphonse Félix Savoie, 1 an, est mort. J. Camille Savoie, 4 ans, est mort. Puis il y en a un autre qui est mort, une Marianne Savoie. Fait que dans la même famille, dans la même maison, il y en a 4 à Rang-Saint-Georges qui sont morts. Il y a des Godin aussi, on revient souvent à eux autres, là, parce que c'est le père et fils. Fait que Richard Godin et Anatole Godin sont décédés. Richard Godin, c'était le père. Dans les journaux, on mentionne qu'il est décédé, lui. Là. Il était dans les camps de bûcheron. Anatole, juste 15 ans, c'était l'aîné des familles. Puis Richard, lui, sa veuve, Esther Cormier, va rester avec 4 enfants en bas âge. Puis le dernier, l'autre, c'est Henri Cormier. Henri Cormier, je me suis fait dire encore cette semaine que c'est le grand-père à un autre, un tel, ouais. Son grand-père. Il est comme le grand-père de beaucoup de monde à Packetteville. Tout bout de chance, c'est toujours Henri Cormier, c'était mon grand-père. Puis là, je vais voir Michel Godin qui travaille au village acadien avec nous autres, c'était mon grand-père. Puis la semaine passée, je ne sais plus qui, je me sens Bernard. C'est Bernard qui m'a dit que c'était le grand-père un tel. Là. Fait que. Hein? Ah, t'as connu Delima, ouais, c'est ça. Lui va décéder le 25 octobre. Il laisse son épouse Delima. Puis elle va accoucher le 9 novembre. Fait qu'elle accouche comme 2 semaines après d'une fille qui est morte. Le bébé, c'était Hélène Cormier. Elle est décédée l'année passée, là, cette madame-là. Là, c'est votre tante? Ah, c'est votre tante, ok, c'est ça. Ben, elle est décédée comme elle avait presque 100 ans. Là. J'ai vu ça dans le hommage Nouveau-Brunswick. C'est ça, elle devient veuve avec 5 enfants puis un bébé naissant. Là. C'est des histoires tragiques comme ça, il y en a plein, là. Il y en a beaucoup. Là. Fait que c'est ça, je voulais juste vous montrer le certificat de décès de Marianne Savoie. Fait que si vous allez ici, là, ici, le Spanish Influenza. Fait que, de cette façon-là, on sait que c'est vraiment la grippe espagnole qu'elle est décédée. Là. Décédée Packetteville, Spanish Influenza, 8 jours. J'étais malade 1 semaine. Pouf, elle est décédée tout de suite après. Dans le coin de Tracadie, ça, c'est ceux qui sont Spanish Influenza.
Parce qu'il faut penser qu'il y a d'autres sortes de mots des fois qu'on décrit. Ça c'est la gang de Tracadie. Il y en a un qui était mort à Belledune, puis un soldat, Jules Mallet, lui est décédé à Saint-Jean. Là. Ça, c'est tous les gens de Tracadie, vraiment de la grippe espagnole. Une couple d'années passées, je suis allé voir Thomas Maigrat. Lui, il est mort à 107 ans. Là, il venait de Pont-Landry, ce vieux monsieur-là. Puis, à un moment donné, il donnait un témoignage. Là, il m'a parlé de ça. Ils sont tous allés, ils sont tous en été. Mon frère, mon demi-frère, était là à la guerre 5 ans. Il est mort en Alberta, à ZAD, du temps de la grippe espagnole. J'ai entendu parler de ça. Ah, ben, il est mort, il s'était enrôlé dans la marine, un Savoie. Papa recevait une paye quand j'étais enfant pendant la Première Guerre. À un moment donné, il parlait de lui, Thomas, son père est mort jeune, puis sa mère s'est remariée, fait qu'il avait de la parenté avec tout le monde. De Paul-Landry, c'est un de ses demi-frères qui est mort dans l'armée américaine au camp d'entraînement en 1918, c'est à ZAD, Savoie. Là. Puis, s'il y avait des souvenirs, là, ça c'est l'autre, la madame Isabelle Lantin. Toi, un petit peu, elle se rappelait un petit peu. Moi, je suis né cette année-là, je suis né en 1917. Ton père s'en allait dans le bois, eux autres. Papa a compté quand il a laissé dans le bois pour s'en revenir. Ceux qui travaillaient là, ils mouraient de la grippe espagnole. C'est ça pourquoi il s'en est venu. Mon oncle Gilbert, quand il est revenu chez eux, il est tombé malade, mais pas mort. Elle était au courant là, que ses oncles avaient été dans les camps de bûcherons, puis ça revenait de peur de tomber malade, puis de mourir. À Saint-Isidore, ça c'est les gens que j'ai trouvés à Saint-Isidore, qui sont morts de la Spanish Influenza. Je pense qu'il y a 2 frères là-dedans, ou des cousins. Là. Félix Haché, frère de Eustache Haché. Je ne sais pas trop. Eustache Haché. Eustache Haché, qui a un nom à sa rue, là, puis c'était le frère à Eustache. Puis, il me semble qu'il y a de la parenté, les 2 premiers Haché, Amélie Haché. Ça, c'est les yeux à Saint-Isidore. D'autres que j'ai pu trouver dans le comté de Gloucester au complet, que c'est vraiment écrit Spanish Influenza, qu'ils sont morts de ça. C'est un groupe. Ensuite de ça, tu as les gens qui sont morts dans le Bathurst Lumber Camp. Fait, souvent dans les actes de décès, tu avais écrit Bathurst Lumber Camp ou at Gauvins Lumber Camp. Ben, tu sais que c'est le camp Élisée Gauvin dans le coin de Bathurst. Fait, ces gens-là décédaient, puis ensuite on ramenait leur corps, puis là on les enterrait. Ça, c'est eux autres que j'ai pu trouver. Jusqu'à cette heure, j'en ai trouvé 11. Là. Toi, le dernier, là, c'est écrit sur l'acte de décès at Élisée Gauvins Camp near Bathurst. Fait que c'est tout ça, Bathurst Lumber Camp, Bathurst Lumber Camp. Le 5, là, Coming from Lumber Camp. Le 6, Adélard Dugas, le portage de Caracat, c'est probablement le portage là-bas. Cause in Lumber Camp, c'est ça. Died West Bathurst. Balmoral, Lumber Camp, Joseph Benoît, Tracadie. De Saint-Joseph de Grand-Anse, Elwa Downing, Bathurst Lumber Company, Jardine Brook, je ne sais pas trop où c'est ça. Fait que, mais vous voyez l'âge, là, le plus vieux a 29, mais c'est tout 18, 15, 19, 18, 17, 16. C'est vraiment, ça attaquait vraiment les jeunes là, en bas de 40 ans, puis les enfants. Là, c'est pour ça que là, ça stressait un peu les gens. Là. Oui? Saint-Joseph de Grand-Anse, ça serait tout pas Saint-Léonard, ça s'appelait Saint-Joseph. Oui, c'est ça. Ouais. Tu as Saint-Paul de Grand-Anse comme Saint-Joseph. Ouais. Fait que là, tu as différents témoignages que j'ai pu trouver à gauche et à droite. D'Adélard Doiron, ça, je pense que c'est dans le livre de Paquetteville. À 17 ans, j'ai été au chantier d'Élisée Gauvin. Cette année, c'était l'année de la grippe espagnole en 1918. Cet hiver-là, dans les 2 camps, Thériault et Gauvin, on avait sorti 8 morts dans une semaine. Fait que là, j'en ai trouvé 11, moi, finalement. Fait qu'il y en a un petit peu plus qu'on pense, là, les souvenirs. Là. Des décès survenaient dans le camp dirigé par Élisée Gauvin. Dans l'Évangile, on a rapporté que Joseph Cormier de Aubertrand est décédé le 26 octobre. Puis on sait qu'il y en avait 2 autres, là, qui étaient Henri Cormier, le grand-père, puis puis Richard Godin, là, puis son fils va mourir après ça, Aristide ou Anatole, je pense. Ouais. Le transport des dépôts, et ça, je me suis fait compter par quelqu'un de Paquetteville. Puis Monseigneur Donat Robichaud, quand il a été interviewé, je pense que c'est Gérard Gauvin. Pas Gérard Gauvin, lui qui avait la salaison Gauvin, c'est Gérard Gauvin? Il racontait ça, comment c'était transporter les corps qui décédaient dans son camp à son père, je pense, c'est ça. Élisée racontait qu'au début de l'épidémie, il fabriquait des cercueils rudimentaires en bois, mais qu'avec le nombre grandissant de décès en très peu de temps, en l'absence de planches, les dépôts étaient simplement enroulés dans une toile de tissu, puis placés à l'extérieur à geler. Les contacts avec l'extérieur n'étaient pas fréquents. Il fallait attendre qu'un homme, avec un traîneau tiré par un cheval, arrive de Bathurst avec la marchandise de l'équipement, puis le service postal arrivait comme ça aussi. Puis à ce moment-là, on pouvait envoyer les dépôts aux familles endeuillées. Puis ça, je me suis fait dire là, par les vieux de Paquetteville, là, ils disaient que les morts étaient juste comme garochés ou déposés sur la pile de bois.
puis gelé là dans les toiles, puis là le traîneau avec le cheval, puis là, la poste, puis les planches arrivaient, puis là finalement on le mettait sur ce traîneau-là, puis là ils repartaient à Bathurst, puis de Bathurst, là on les envoyait avec ma Paquetteville ou à Tracadie ou à Caraquette, les gens qui s'étaient décédés là, ou à Grand-Anse. Là, j'ai une couple de certificats de décès. Il n'y a pas d'image, hein. Ces gens-là n'ont jamais fait de photographie, ils avaient 16 ans, 17 ans, ils ne prenaient pas de photos, ils ne prenaient pas des selfies. Là. La seule image que j'ai, moi, c'est le certificat de décès. Fait, lui, Georges Landry, c'est bien écrit. Là. Attends, je vois. Je ne veux pas là non plus. Lumbercamp died at Bathurst Lumber Company. Fait, lui, il est décédé à la compagnie de Bathurst qui avait le gros moulin, mort, 18 ans, village Saint-Paul. Ça, c'est écrit influenza. Fait que, quand c'est influenza, c'est pas mal la grippe espagnole. Là. Ça, c'en est un autre. Le certificat de décès de Richard Godin, encore là. Gauvens Camp, c'est lui qui a écrit Gauvens Camp. Là, quand Élisée Gauvens, Spanish influenza, cause of death. Fait que lui, on sait que c'est ça. C'est ça, les certificats de décès, quand tu regardes ça, quand j'ai voulu faire mes tableaux, c'est rare Spanish influenza. Lui qui sort souvent, c'est influenza, la grippe, pneumonie, pneumonia with following influenza, influenza with typhoid fever, bronchique, weakness, il est mort de faiblesse, ou la flu. Fait, dépendamment des paroisses, le prêtre il écrit telle et telle affaire. Comme à Bocaraquette, c'est souvent écrit la grippe. Il n'y a pratiquement aucune personne que c'est écrit Spanish influenza. C'est beaucoup la grippe. Puis c'est la même écriture, c'est toujours le même prêtre qui écrit. Là. Fait que j'imagine qu'ils sont tous morts de la grippe espagnole, surtout octobre-novembre. Les gens qui sont décédés de grippe, c'était la grippe espagnole. Là. Mais ils écrivent tout ça en anglais. La grippe, là, ou pneumonia following influenza. Mais probablement que tout ça qui sont décédés, c'est probablement toute la grippe espagnole. Là. Puis je voulais juste vous montrer les différents noms de médecins. Des fois, s'il n'y a pas de médecin attending, mais souvent il y en a, comme le docteur Haché à Caraquette, le docteur Como à Caraquette. À Bathurst, il y en avait plusieurs, Vigneault, Meehan, Coffin, Duncan. À Chupagan, il y avait un Desroches qui était là. À Tracadie, il y avait le docteur Langis qui était aussi au l'Hôtel-Dieu et au Lazaret. Dans Petit-Rocher, il y avait un Richard, docteur Ellis à Belledune. Souvent, c'est les mêmes noms de médecins. Là, qui, des fois, ils sont là, des fois, ils ne sont pas là, présents sur les choses. Tu as une couple de chiffres là, que j'ai pu jusqu'à maintenant. Je n'ai pas fini non plus, j'ai un mois là, à mettre des chiffres, là, mais moi, je suis sûr que ça peut monter encore plus. Là. Comme je disais, au début, c'est 20 millions, puis après ça, c'est 50 millions. Maintenant, nos petits chiffres, c'est ça. Grippe espagnole, j'ai juste trouvé 64, que c'est écrit ça. Influenza, 934. Grippe, moi, j'en ai 39, mais je suis sûr que je peux en avoir plus. D'autres, 23, j'en ai 260, là, qui est décédé de Belledune à Lagacéville. Fait que moi, il y en a peut-être plus que 300 qui sont décédés entre le mois d'octobre et le mois d'avril 1919. Je vais probablement continuer, là. Puis je ne suis pas surpris si j'inclus la grippe ou weakness, là, que je me rends à 500 facilement, là, que de gens qui sont décédés de la grippe espagnole dans notre comté, puis j'ai inclus Néguac là-dedans. Fait que là, on va y aller dans certaines annonces, puis là, après ça, je vais aller dans les cas dramatiques, là, sortir les Kleenex, là, c'est pas heureux, là, parce que j'ai les cas des gens qui sont décédés. On faisait des annonces aussi de médicaments dans l'Évangeline. S'il y a une pièce à faire, quelqu'un va faire une annonce, puis essayer de vendre une pilule, même si ça ne marche pas. Fait que là, grippe espagnole par le traitement des capsules crésobènes. Je ne sais pas c'est quoi. C'est pas, on guérissait les gens. Crésobène. Créosote, eucalyptol, je ne sais pas trop, de térébenthine. Je sais pas, moi je connais rien dedans. Ouais. Les capsules crésobènes sont le balsamique et l'antiseptique par excellence des voies respiratoires. Ça dégageait les voies respiratoires. Dans les couvents, j'ai essayé de trouver s'il y avait quelque chose dans les couvents là, qui se passait, parce qu'on avait les écoles étaient fermées. À Tracadie, l'Académie Sainte-Famille va fermer ses portes aux externes. On va compter juste un décès. À la Mecque, on avait ouvert un couvent cette année-là. On a dit que cette année-là et l'année suivante sont des années éprouvantes, puisqu'on est frappé par la grippe espagnole et la petite vérole. À Pointe-de-l'Église, jusqu'à l'Université Sainte-Anne aujourd'hui, nous avons dû renvoyer les externes et les demi-pensionnaires. Jusqu'en janvier, une vingtaine de nos élèves ne sont pas encore de retour, parce qu'ils étaient retenus chez eux par la grippe. Même les collèges étaient effectués. Saint-Basile, une trentaine de nos sœurs ont été atteintes. Parmi les enfants qui sont restés, plus de 60 sont malades. Presque tous nos serviteurs furent pris pendant que la mort fauchait autour de nous. Nous n'avons eu qu'une seule victime, une fillette de 8 ans.
malgré tout, le monde beaucoup de monde sont tombés malades aussi, ils ne sont pas tous décédés non plus. Là. Ici, parmi les victimes, on a Ernest Albert, fait que c'est la seule image là, physique qu'on avait allé au musée ici à Caraquet. Fait c'était le jeune Ernest Albert, 26 ans, dans la fleur de l'âge, au moment où l'Acadie fondait sur lui une meilleure espérance, qui a été enlevé si rapidement à l'abbé Ernest, près depuis 1 an à peine. Le défunt avait déjà acquis toute la confiance de son évêque, qu'il avait nommé administrateur de paroisse Saint-Charles. Ici, la nouvelle de sa mort a causé un profond deuil. Puis là, bon, on continue. À un moment donné, il y a quelqu'un qui il est décédé, il était assuré, lui, son père a eu 100 piastres. L'assureur, c'était Séraphin Légère, qui était député, je pense. Oui. Il y a eu de l'argent. Plusieurs autres victimes, comme Hans Bleu, par exemple. Il y a 2 frères qui sont décédés, 2 petits frères. Dona, 1 an, Théodore, 5 ans. C'était 2 enfants à Hyacinthe, puis Lucille Doiron. Hans Bleu, une gang là aussi. Cécile, Célina et Gervais, les 2 sont décédés. Ils vont avoir 2 orphelins. Hans Bleu, le frère à Célina, va décéder aussi. À Maisonnette, une madame qui s'appelle Antoinette Godin et son fils Ernest Godin vont décéder. C'est souvent comme ça, la maladie frappe la maison, soit un des parents meurt, 2, 3 enfants meurent. Ça arrive souvent. Puis ça, je les ai vus à cause des l'acte de décès, mais tantôt, on va voir dans les articles de journaux aussi, on rapporte des nouvelles qui est décédé. Là. Oui, Eugène? Mon père Ernest Albert, ils l'ont enterré sous l'église de Caraquet, puis quand ils ont déterré les prêtres sous l'église de Caraquet, ils les ont mis en dessous de la croix, il y a encore là. Dans le cimetière. Non, mais il y a dessous de la croix dans le cimetière de Caraquet. OK. Oui, Saint-Simon, 2 frères. Donc là, je voulais vous montrer des exemples. Jean-Baptiste, 16 ans. Vital, 15 ans. Les Chasson, c'est les enfants de Jean-Baptiste Chasson et Lucille Chasson. À Bocaraquette, il y a un pêcheur, Martin Gionnet. Il meurt à 28 ans. Il va laisser son épouse qui a 29 ans et 6 enfants en bas âge, dont 2 jumelles de 1 an. Donc là, c'est pas évident. À Caraquette, Louise Albert, à 29 ans, est mère de 5 enfants. Son époux va se remarier l'année d'après parce qu'un homme, 5 enfants, s'il est pêcheur, s'il est fermier, il ne peut pas handler ça tout seul. Pour les victimes, je me fais appeler hier, j'ai une madame qui m'appelle, puis elle me dit je ne peux pas être là, j'ai un dîner de famille. Puis elle me dit vite fait le nom de sa tante ou de la tante de son mari qui est décédé. J'ai eu le temps de trouver qui qu'était cette tante-là. Ça non plus, c'est pas une histoire très réjouissante. Là. C'est une madame qui s'appelait Loza Légère de Paquetteville. C'était la fille à Joseph Légère et Agnès Thériault. Elle, le 3 septembre 1917, elle va épouser Théotime ou Théotime Pinette de Upper Caraquet. Elle m'a dit Bertrand, en fait. Bertrand ou Upper Caraquet, au parrain. Je ne voulais pas blesser personne là, au Caraquet ou Bertrand. Là. Elle était née en 1899. Elle est décédée à la grippe espagnole à l'âge de 19 ans. Puis supposément que, selon la madame, elle était enceinte de son premier bébé là, quand elle est décédée. La grippe. Son mari, le veuf, là, le monsieur qui va rester, Théotime, il avait 25 ans dans le temps. Il va se remarier avec Marianne Tarzil-Landry. Je ne savais pas si c'était Marianne, je ne savais pas si c'était Tarzil, en 1919. Puis il va avoir 5 enfants. Puis selon la généalogie, il y en a 2 qui sont encore vivants de ces enfants-là. Ils sont nés à la fin des années 20, début des années 30. Ça, c'est l'acte de décès. Oui, elle est décédée de pneumonia. Fait que c'était pas écrit Spanish Influenza, c'est pour ça que je ne l'ai pas catché tout de suite, là. Je l'avais pas mis dans mes stats. Là. Fait que c'est ça, elle est décédée de la grippe espagnole, mais c'est écrit pneumonie, là, c'est toujours ça. Elle avait 19 ans, mais c'est écrit 21 ans sur l'acte de décès, mais elle est décédée à l'âge de 19 ans. À Bocaraquette, on a des nouvelles là, de la grippe espagnole. Quel temps désagréable, de la neige, du vent. La neige, le vent, c'est tout ça. Nous n'avons pas eu de messe de minuit par cause de la grippe espagnole qui a fait plusieurs décès dans notre paroisse. Officiellement, ils sont tous morts juste de grippe. Là, c'est écrit grippe comme une grippe. Là. Mais là, maintenant, je le sais, c'est la grippe espagnole. Là. Au moment où j'écris, on me dit que Mme Joji Leboutillier, née Marie Lantaigne, est décédée la nuit dernière après 15 jours de maladie, munie de tous les secours de l'Église, accorde à ses enfants à l'heure du trépas. C'était beaucoup écrit comme ça aussi dans le temps. Elle laisse pour la pleurer son époux, 6 petits-enfants en bas âge, sa mère, Hyacinthe Lantaigne, 3 frères, les 3 frères, 5 sœurs. La grippe espagnole est presque toute disparue de notre petite paroisse. Après ça, lui, son mari va épouser Cécile Leboutillier. J'ai été voir s'il reste marié. Parmi d'autres victimes, ailleurs, il va y avoir beaucoup de prêtres jeunes là, qui vont décéder.
Eux, ils vont tomber malades. Ils font du porte-à-porte. Ils essaient d'aller voir tous les malades, les gens malades, mourants ou morts. Fait souvent, ils vont pogner des grippes, aujourd'hui, on appelle ça un burn-out, mais ils vont s'épuiser à aller aux portes. Il ne fait pas chaud non plus en octobre, novembre, décembre. Donc, à Haute-Aboujagan, le curé va décéder. Au monastère, il y a un jeune de 18 ans qui venait de rentrer dans les ordres, il va décéder. L'abbé Melançon, qui va être Monseigneur Arthur Melançon, lui qui va faire construire la cathédrale de Moncton, là, il va devenir le premier évêque à Moncton, va être beaucoup malade, tout le monde va s'inquiéter de sa santé. Il venait de publier un livre, lui, cette année-là, fait que là, c'est un peu fait que finalement, on avait même pensé, on l'avait même administré, on pensait qu'il allait mourir, puis finalement, il va réchapper, puis il va survivre. Ça, c'est l'acte de décès d'un des prêtres là, que je dis. Là. Parmi les autres victimes, j'ai vu le père Modeste Champoux, c'est un père érudiste qui avait été ici au collège, prêtre ou enseignant au collège de Caracal, lui est décédé. Ça, c'est une pierre tombale, où est-ce qu'il est enterré à Québec, à Chandler, en Gaspésie. Là, dans d'autres cas que j'ai vus, là, les enfants à Anselme, Geneviève, Savoie, il y en a 3 autres qui vont perdre dans le temps de, comme une semaine. Là. Amanda, Joyeux, puis Dorina, les 3 vont décéder. On offre nos sympathies. Là, j'ai été voir ce qui se passait. Lui, en plus, 10 ans plus tard, il va se noyer. Là, la famille va être orphelin de père. Là, c'est pas des bonnes situations. Ici, Minigo, là, ça non plus, c'est pas joyeux. Ça, c'est à Beaumont, là, par près d'en haut. Là. L'ange de la mort enlevé à l'affection d'un époux chéri, Minnie Gautreau, c'est elle, Minnie Gautreau, épouse bien-aimée de Raymond Boudreau, après quelques jours de maladie seulement et munie des dernières consolations de l'Église. Cette jeune épouse, après 12 jours de mariage seulement, disait adieu à son mari et faisait généreusement le sacrifice de sa vie, laissant dans un profond chagrin son époux, son père et sa mère, de près d'en haut. 4 frères et une sœur, la famille Boudreau est grandement éprouvée. Puis, elle est décédée. Mais pas longtemps après, c'est ça, elle est décédée, l'acte de mariage, 12 jours après qu'elle a sa mariée, pouf, la pauvre femme est morte. Je ne sais pas quel âge qu'elle avait 22 ans. Là, c'est ça. Là, un coup que le mois d'octobre-novembre est commencé, dans l'Évangéline, c'est juste des histoires comme ça. Monsieur et Mme Charles Hébert de la Grande Digue sont tous les deux décédés de la grippe espagnole. Le défunt est décédé le 27, 40 ans. La défunte, le 19, âgée de 33 ans. Il laisse pour pleurer 7 enfants en bas. Là, il faut trouver 7 orphelins. Jadus Leblanc Saint-Antoine, éprouvé par la grippe espagnole, a perdu 3 filles. Sa femme étant aussi très malade. En même temps, M. Leblanc a ses 3 fils dans l'armée. Il y en a 3 qui sont morts, puis il y en a 3 qui sont dans l'armée. Fait que là, c'est l'inquiétude dans la famille. Fait que là, il y en a un autre, dans l'espace de 8 jours, voir 3 membres de leur famille prendre les routes du cimetière. Oh, que la demeure de M. Leblanc doit lui paraître vide. C'est l'absence de presque toute sa famille, car 3 des fils de M. Leblanc sont en Europe. Pouvons-nous nous imaginer la joie que devrait produire dans cette famille le retour de ses fils? M. et Mme Leblanc méritent nos plus sincères sympathies. Là, on avait souvent des choses comme ça. La grippe espagnole a jeté dans le deuil Wilfrid Leblanc de la rivière Bouctouche en enlevant 3 de ses membres la même journée, lui. Les victimes sont âgées de 22 à 26 ans. Elles sont toutes mortes le même jour, le 23 octobre. Les funérailles ont eu lieu le 25. Dimanche, le 27, la mère était morte à son tour. Et on apporte que plusieurs autres membres de la famille sont décédés gravement. Aujourd'hui, il y a le père de la mère, il y a un enfant. Mais dans le temps, il y a le père de la mère, il y a 8-9 enfants. Fait que là, ça meurt, ça fait beaucoup de gens qui meurent. Là, j'ai trouvé, là, avec les actes de décès, là, Ida Leblanc, une des filles à Jadus Leblanc. Elle, toi, c'est écrit influenza. Fait que là, on sait que c'est la grippe espagnole, l'influenza, là, c'est une grippe espagnole. Jérôme Galland aussi, lui, c'est pas rose son histoire. De Rogersville, il était candidat aux dernières élections provinciales dans le comté de Northumberland, qui vient de perdre, comme le résultat de la grippe espagnole, son épouse et 3 de ses filles. Puis le 27, 25, 19 ans, il y a quelques semaines, M. Galland se trouvait à voyager dans le comté de Restigouche, vendant des médecines pour une grosse maison de l'Ouest et vint à Dalhousie pour assister aux funérailles de la fille de son ami. On continue. Un de ses fils qui est mort récemment travaillait dans la forêt du comté de Restigouche. Trop décomposé pour être transporté à Rogersville, son corps a été enterré dans le cimetière catholique de Rogersville. Fait que là, je pense que son fils était Gérard Galland. J'ai trouvé qu'il est décédé le 10 novembre 1918 à 19 ans. C'est pas écrit à qui est le fils, mais il était probablement dans le cas des Opsalquitch en train dans le bûcher. C'est probablement lui, son fils, là, qui est décédé.
La famille Alfred Cormier, encore là, une famille, tous excepté M. Cormier, était malade. Ainsi, le pauvre père avait à soigner les malades et faire le ménage en même temps, car les voisins n'osaient s'exposer à la contagion. Et quand le père est obligé de faire le ménage à la maison, si tout le monde est malade, c'est vraiment être malade. Aussi, quelle douleur pour ce pauvre père d'avoir porté lui-même les cercueils des corps de ses chers enfants. Nos profondes sympathies aux familles éprouvées. Encore là, c'était, tu sais, c'est comme jour après jour, c'est juste de lire ça. Mais c'est ça, tantôt je l'ai dit un petit peu, mais des fois, parmi tous ces articles-là de tragédie, tu en as de temps en temps qui essaie de faire la promotion de la religion sur l'île Madame. Là. C'est tout sur l'île Madame, c'était probablement le même. Là. Finalement, on éprouve des douleurs, mais on défend Dieu et on combat les mauvais principes. Je pense que c'est ça. La grippe continue de se répandre et de faire des ravages sur l'île Madame. On n'a pas pris le temps de mesurer des précautions et maintenant on subit le châtiment de cette négligence. Soit par ignorance ou par simple négligence, on a continué de se visiter et sans le vouloir, on a semé partout les germes de cette triste maladie. Puis là, il va mêler Dieu là-dedans. Ces événements arriveront non parce que Dieu les prévoit, mais Dieu les prévoit parce qu'ils doivent arriver. Ils arrivent non par nécessité de la part de l'homme, mais bien par sa libre volonté. Dieu prévoit tout aussi bien la mort coupable de l'homme qui se suicide que l'acte de vertu de l'homme qui a désobéi à sa loi. Il continue, en tout cas, c'est tout un paragraphe. Puis un petit peu plus tard, il fait la promotion des médecins. Il dit à l'île Madame, il y a un médecin qui s'est épuisé. Là. Toutes les églises de l'île Madame qui avaient été fermées pendant 1 mois à cause de l'épidémie sont ouvertes depuis 2 dimanches. Les districts les plus affectés prennent lentement le dessus, mais d'autres districts sont envahis. Puis là, il dit, nos 2 médecins sont en pleine convalescence. Tous 2 ont commencé à visiter les malades depuis le départ de Dr Amédée Leblanc la semaine dernière. Ce dernier a rendu un grand service à l'île Madame. Non seulement il a quitté l'hôpital militaire de Sydney où il occupait un poste lucratif, mais il a risqué sa santé et sa vie même pour voler au secours de nos gens. Nos médecins ne reçoivent pas la moitié du crédit qu'ils méritent pour leur service immense qu'ils rendent à l'humanité souffrante. Puis là, il dit, partout on trouve ces âmes ingrates qui restent froides comme des glaciers du pôle Nord devant des actes de dévouement qui n'hésitent pas un instant de déranger le sommeil profond d'un médecin exténué par le travail et qui ensuite, quand on demande quelques rétributions, se fâchent contre le bienfaiteur. Dans le temps, les médecins étaient payés comme à la maison, il n'y avait pas de paye gouvernementale. Là. Fait que là, lui, il venait soigner, tout le monde crachait, tout le monde était malade. Puis là, ça ne le payait pas après. Là. Fait que là, ce bonhomme-là, il s'est mis, puis il a écrit, puis il n'était pas content de tout ça. Ben, avec raison, c'est le prêtre, pas le prêtre, mais le médecin se démène, puis risque contagion, puis mort, puis il ne reçoit pas une scène. Là. C'est pas juste non plus. Puis ensuite de ça, il y a une autre madame, là, c'est le remède des ouvriers. C'est un article, là, puis c'est une femme de Barachois. Tu vois qu'elle a été payée pour vendre sa pub. Là. À un moment donné, elle a dit procurez-vous les remèdes des ouvriers Hébert, je me procurais l'extra fort, le faisant boire une demi-cuillerée de thé avec 4 cuillères chaudes d'eau. C'est pour donner à ses enfants. Puis, dans 12 heures, les douleurs étaient disparues ainsi que la fièvre. J'ai guéri toute ma famille sans autres médicaments. Et dans 6 à 7 jours, ils étaient assez bien pour m'aider à ramasser des patates grâce aux remèdes d'Hébert. Fait que ça fait 6 ans que j'utilise ça, puis acheter les remèdes d'Hébert, puis acheter les remèdes d'Hébert. Fait que il y avait une couple des fois là, que tu voyais que dans le malheur, il y a quelqu'un profité. Au Canada, à un moment donné, il va y avoir l'armistice. Pendant tout ça, ça se passe le 11 novembre, la guerre va terminer. Puis à Vancouver ou à Victoria, en Colombie-Britannique, on va faire une messe, même si on n'a pas le droit de faire la messe, parce que là, on commence à être tanné, il faut célébrer ou souligner au moins la victoire, puis la fin de la guerre. Fait que ça, c'est une des rares photos, au Canada, en tout cas, une des rares photos qu'on a durant l'épidémie. Fait qu'on va contrevenir aux règles, là, qu'on n'a pas le droit de se rassembler. Puis le prêtre avait défié l'interdiction de faire des rassemblements. Il y a 1000 personnes qui s'étaient rendues sur place pour souligner la guerre qui s'était terminée. Là. Mais c'était pas évident, hein, c'était en pleine grippe, tout le monde avait peur. Fait que là, la nouvelle année commence, quand tu regardes, tu as les souhaits de bonne année. Mais en Acadie, comme dans tous les centres catholiques au Canada et de la France, nous avons eu aussi la consolation de nous initier davantage dans cette dévotion des règnes du Sacré-Cœur. Aujourd'hui, nous pouvons triompher. Pourquoi j'ai mis ça? Ah, c'est ça, on peut triompher, attribuer à qui le droit à la cessation de la guerre, puis la cessation de l'autre fléau, non moins dévastateur de l'influenza, qui nous a ravis dans un si court temps bien des promesses chères à nos affections et chères à notre race. Là. Alors, c'était les souhaits de bonne année, ça, dans
lui qui écrit tout le temps dans le journaux, là, pas le rédacteur en chef, là, mais dans l'éditorial, excusez. L'éditorial, il mentionnait même, dans les revues de fin d'année, disons, là, on parlait beaucoup de la grippe espagnole. À l'ouverture, hein, on est rendu au mois d'avril, je me suis dit, à l'Assemblée législative, quand le gouvernement se met en place de nouveau au printemps, là, il aurait dû parler de ça. Je ne sais pas pourquoi il n'aurait pas passé sous silence. Fait que j'ai été voir, puis pratiquement dans chaque discours de député qui rentre dans la nouvelle Assemblée, quelqu'un parlait de la grippe espagnole, puis comment ça s'avait passé dans son comté, puis comment ça s'était passé. Dans le discours du trône même, on a mentionné la grippe espagnole. C'était le lieutenant-gouverneur Pugsley. Même lui, il va mentionner comment ça s'était passé. Puis heureusement, nous, au Nouveau-Brunswick, on avait créé le ministère de la Santé, fait que ça avait aidé à régler certaines choses ou à communiquer ou à avoir du financement pour soigner les gens. Là. Ça fait que ça avait aidé, tandis qu'à l'échelle canadienne, ça vous êtes après. Nous autres, c'était un petit peu avant. Fait, les députés de notre coin, Jean-G. Robichaud de Chupagan, lui va mentionner la grippe, comment ça s'était passé dans son coin à Chupagan. Pierre-Jean Vigneault, la même chose à Bathurst. Puis le discours du nouveau ministre de la Santé, William Roberts à Saint-Jean, mentionnant tous la grippe espagnole ou l'influenza. Puis lui, le ministre de la Santé, il y a un bon passage, je vous lis ça. À un moment donné, il va faire constat, lui, que l'hygiène là, ou la propreté, là, c'est complètement absent des publics, là, comme dans les voitures ou dans lui appelle ça un car, mais j'ai l'impression que c'est pas une charrette, mais un carriole pour se promener, là, le plus gros. Il va dire dans son rapport que the car in which I was in some with 40 or 50 other unfortunates in what was in a state of filth which is almost beyond description. Puis là, il va décrire un peu quoi ce qu'il il a voyagé de Woodstock à Fredericton, une distance d'une coupe d'heure, avec une gang de bûcherons, là, toute sale, toute crottée. Puis c'est terrible. Broken away in the facet, and I saw it lying upside down in the dirt. The aisle and the floor of the car itself, le plancher. I was packed at the end of the car, in which were packed some 30 or 40 sweaty and reeking lumberjacks, each with his bag of dirty clothes, almost every one of these fellows sucking at a vile-smelling pipe as they smoked, hawking and spitting on the floor. Any old place in the car until the floor was actually covered with a nauseous and virulent slime through which it was as safe to walk as on a banana peel. Là, il continue, là. Pas de bon sens, il dit ça puait, il y a de la slime sur le plancher, c'est terrible. Ben, lui, il fait ce constat-là, puis il n'est pas surpris, la grippe espagnole, que ça a pris les proportions que ça a eu, puis là, il va essayer de régler ça, puis bon, ça va prendre du temps, là, mais un wagon de train, ouais, c'est ça. Un car, oui, c'est vrai, un wagon de train. Ouais. Fait c'est ça, c'était pas trop propre. On voit les traces de la grippe espagnole là-dedans. Là. À partir des années. Puis il va y avoir un autre regain en 1920 aussi. Fait que, il y a quelques articles là, au printemps 1920 qu'ils disent la grippe espagnole, mais c'est le H1N1 dans le fond, c'est la grippe qui revient sur la même chose. Fait que là, à Cap Pelé, au Grand Chimogui, la grippe espagnole est maintenant presque disparue de la place où est-ce qu'elle avait eu lieu. Une maison subissait encore le joug de son emprise despotique. Mademoiselle McDonald, la garde-malade, que le bureau de santé, on commence par des bureaux de santé, les ministères, nous a envoyé par l'intermédiaire du Dr Sormani et retourné à Moncton la semaine dernière, après avoir passé 4 semaines à combattre l'épidémie. C'est 139 cas qu'elle a soignés. Un seul a été fatal, un bébé de 3 mois. Bon, puis au Grand Chimogui, Madame la grippe, dont tout le monde connaissait les ravages, est venue passer la semaine de son carême avec nous. Nous ne songions nullement à recevoir une telle visite, car durant le grand fléau espagnol de 1918, alors que dans nos paroisses environnantes, Madame choisissait ses nombreuses victimes, Chimogui semblait faire exception à la règle, puisque qu'une seule famille alors fut atteinte. Il n'en fut pas ainsi cette fois. Chaque maisonnée eut son morceau de pain noir à manger. C'est de la misère. Ajoutant cependant que dans plusieurs familles, il était si noir qu'il fallait l'aide d'en haut pour l'entamer. Il y avait eu un petit regain. Hein. Puis nous, au village historique acadien, si vous venez visiter, si vous avez déjà visité à la maison Chiasson, la tradition orale dit que le Joseph Chiasson est mort justement dans ce regain de grippe espagnole-là. Fait que je suis allé voir officiellement qu'est-ce qui est mort, puis on n'est pas capable de savoir. C'est écrit « No doctor has been in attendance ».
Fait que, officiellement, on ne sait pas de quoi il est mort, mais la tradition a toujours dit qu'il est mort de la grippe espagnole, même si la grippe espagnole était officiellement est finie. L'hiver, printemps 1919, là, c'est fini la grippe espagnole, mais probablement le regain là, d'une petite grippe. Puis il est décédé, lui. Lui avait eu 18 enfants en 2 mariages. Puis au moment de son décès, il en avait 6 ou 7 encore à la maison. Puis là, la femme a dû placer ses enfants. Elle a été à Montréal travailler, elle est revenue. C'est une histoire. Fait que c'est la maison, c'est une des dernières maisons avec la fenêtre croche. Là. Et si vous allez là, la madame est en noir, là, elle est endeuillée, son mari vient de décéder de la grippe espagnole. Les publicités là, que j'ai trouvées, je pense que j'arrive pas mal fini. Là. En garde contre la grippe, sérieuse épidémie d'influenza dans le Canada. Le broma est un meilleur ami pour votre santé. En voici une preuve nouvelle. Fait que là, on avait des fois, là, pour guérir, on avait des pubs, là, le Babin, le magasin général. Et voilà, si vous avez des questions, je suis prêt, merci. Oui, Roger? Es-tu au courant si dans ce temps-là, il y avait des hôpitaux en Acadie? Pas, non. Le seul hôpital qu'il y avait, c'est celui de Tracadie, en Acadie, qui soignait les lépreux, puis il y avait un hôtel-dieu, là. Mais il n'y avait pas de place, disons, pour soigner les gens de la grippe espagnole. C'est le docteur qui allait où c'était tellement vite, puis avant que les gens se virent de bord, des fois tu les vois sur les actes de décès, c'est 3 jours, 6 jours. La madame, là, c'était 8 jours. Tu n'as pas le temps avant que tu envoies la nouvelle, puis que tu reçois la nouvelle, les gens étaient décédés. Il n'y avait aucun endroit où les rassembler pour... Non, comme au Kansas, c'était un camp militaire, ils étaient déjà tous rassemblés, ou à Montréal, des villes comme ça. Mais en Acadie, nous, on est excessivement rural. Surtout à cette époque-là. Puis l'hiver commence, fait que c'est pas évident à se promener beaucoup. Un coup que l'hiver, en janvier, à Caracat, ou à Tracadie, ou à Sheboygan, la Mecque, là, t'es pris, là, t'es fait. Là. Il y avait quelqu'un d'autre? Oui? Oui, de nos jours, les personnes âgées sont souvent plus sujets à décéder de la grippe. Mais là, on voit qu'il n'y a pas personne, en tout cas, haut de 40 ans, qui décède de la grippe, c'est en majorité des enfants. Y a-t-il une documentation de dire pourquoi? J'ai juste trouvé une qui expliquait ça. J'ai pas eu le temps de revoir. C'est qu'ils disaient aux autres que ces jeunes-là n'avaient pas été en contact avec une autre épidémie ou une autre souche grippale, virale. Là. Tandis que les plus âgés, qui avaient 50, 60, 70 ans, il y avait eu une grippe à la fin des années 1800, puis ils avaient été comme immunisés, puis ils avaient passé au travers. Un peu comme la grande peste. Les gens qui sont tous morts de la peste, ceux qui ont survécu à la peste étaient pas immunisés à 100%, mais étaient plus forts, disons. Là. Fait que là, quand la nouvelle arrivait, ils étaient protégés. C'est la seule, je pense, j'ai à l'université de Cambridge en Angleterre, je pense que là j'ai vu ça, il me semble. Parce que eux autres aux États-Unis, quand ils ont déterré des gens qui étaient morts de la grippe espagnole en Alaska, c'était comme dans la neige gelée, puis ils ont pu retracer là, ce qu'était le virus, la bactérie, là, puis là, ils étudient ça un petit peu. Là.